Bonjour à tous et bienvenue sur Chef, le podcast du management positif. Je m'appelle Sophie Plumer, je suis RH et manager et passionnée par les sujets de management. Avec Chef, je pars à la rencontre de managers et de leaders audacieux et bienveillants pour m'inspirer et améliorer mes pratiques de management. Alors je me suis dit que j'allais partager ce contenu avec vous. Plutôt sympa, non ? Allez, je vous embarque. Bonjour les chefs, je suis ravie de vous retrouver pour ce 19e épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Claire Bachet, qui est la Chief Data Officer chez Aramis Auto. La RH que je suis était très intéressée par la découverte de ce métier, notamment pour une entreprise aussi digitale et data-centric qu'Aramis Auto. J'ai donc interrogé Anne-Claire sur son métier, sur l'organisation de son équipe et sur ses enjeux. Ensuite, Anne-Claire a un parcours très riche, donc j'ai aussi cherché à comprendre les étapes qui ont construit la manager qu'elle est aujourd'hui. Enfin, avec Anne-Claire, nous avons parlé d'Aramis Auto et de leur modèle de management inspiré du Lean. Honte à moi, je ne connaissais pas bien du tout cette approche, que j'ai trouvée très intéressante, donc j'avais hâte de découvrir le fonctionnement assez atypique d'Aramis Auto. Anne-Claire est très généreuse dans son partage et très concrète. Je ne doute pas que vous trouverez beaucoup de pratiques pépites dans son témoignage. Cet épisode est l'avant-dernier de la saison 1 du podcast. Donc si vous appréciez Chef, je vous invite vraiment à noter et commenter l'épisode sur Apple Podcast et à le partager au maximum autour de vous. Je suis certaine que ça intéressera quelques managers de votre entourage. Je vous laisse avec ma conversation avec Anne-Claire Bachet et je vous retrouve en fin d'épisode pour le débrief. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue sur Chef. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Anne-Claire Bachet. Bonjour Anne-Claire. Bonjour à tous. Donc Anne-Claire, tu es Chief Data Officer chez Aramis Auto. Aramis Auto, vous digitalisez, vous simplifiez l'achat et la revente de voitures d'occasion. Tout à fait. Véhicules d'occasion, même reconditionnés. Donc Anne-Claire, tu as déjà finalement une longue carrière, une belle carrière dans la data puisque tu es passée avant Aramis par la SNCF, AXA et Mercer et tu es la première Chief Data Officer que je reçois sur le podcast, donc je suis vraiment ravie. Dans cet épisode, on va parler de management bien sûr, de ton style de management, de tes apprentissages, de la culture managériale d'Aramis Auto qui est particulière, qui a une vraie singularité. Mais avant, j'aimerais bien que tu m'expliques peut-être ton rôle et ta mission chez Aramis pour comprendre un peu le monde de la data et les enjeux qui se cachent derrière. Tout à fait. Alors, la data chez Aramis, c'est vraiment au cœur de notre business model. Si on devait un peu se définir, on se définirait comme une boîte data tech. Pourquoi ? Parce que notre rôle, c'est de simplifier l'achat et le projet automobile de tous les Français, mais aussi de tous les Européens, parce que le groupe Aramis est présent en France, en Espagne, en Belgique et aussi au UK. Et pour réussir à simplifier ce projet automobile pour chaque Français, il faut savoir comprendre leurs besoins, trouver les offres et les véhicules qui vont répondre à leurs besoins et savoir leur proposer au prix pertinent, le prix quand ils veulent acheter une voiture, mais aussi pouvoir leur racheter au bon prix quand ils souhaitent nous revendre leur véhicule. Et la manière dont on le résume, c'est finalement le rôle de la data chez Aramis, c'est d'être le car matcher en temps réel entre la demande du client et les produits qu'on va aller lui proposer en ligne. Tout ça au meilleur prix et de vente et au meilleur prix d'achat. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tous les jours ? C'est une équipe d'une dizaine de personnes qui travaillent avec des utilisateurs métiers, avec des équipes IT et qui essayent de comprendre aussi le besoin du client, parce qu'on aimerait que le client soit à côté de nous tous les jours, mais il est en train de faire autre chose. Et qui justement ont pour problématique et pour leitmotiv tous les jours d'essayer de simplifier pour chaque collaborateur de l'entreprise l'accès à la donnée. Et le challenge qu'on se donne en interne, c'est comment est-ce qu'on peut diviser par 4 le temps que chaque collaborateur va mettre pour visualiser la donnée qui lui est utile pour prendre la bonne décision. Un acheteur, ça va être j'achète des véhicules à des particuliers en France, j'achète des véhicules un peu en mode comme un trader auprès de différents professionnels partout en Europe. Et lui, ce qu'on va lui apporter, c'est par exemple de pouvoir avoir en temps réel la demande du client. Et en temps réel, la demande du client, c'est ce qu'en temps réel, ils sont en train d'acheter parce qu'on vend des voitures toutes les minutes, mais aussi ce qu'ils sont en train de rechercher sur notre site web
Et notre site web, c'est comme Google, en fait, les requêtes de recherche, nous, on les interprète comme des intentions du client. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier les décisions de l'acheteur? C'est qu'il sache en temps réel ce que veulent les clients et ce qu'on n'a pas en ligne, mais aussi ce que veulent les clients, ce qu'ils achètent et qu'on n'a bientôt plus en stock. Tout ça pour l'aider à l'orienter dans le sourcing. Ça, c'est vraiment un élément fort. Et le deuxième, c'est simplifier au maximum systématiquement l'expérience utilisateur. Et donc, pour ça, on essaye de comprendre les patterns sur le site web. On essaye de comprendre les clients qui ont besoin de conseils et qu'on doit aller rappeler en priorité, par exemple. Ok, ouais, donc c'est vraiment au cœur du business et de tout le fonctionnement de l'entreprise en fait. Hein. C'est ça, c'est ce qu'on a vraiment créé. C'est une équipe data qui est pas une équipe data support du reste de l'organisation et qui développe des tableaux de bord et est dispo quand elle est dispo. Vraiment, on a essayé de le relier la vision de la data vraiment à la vision de l'entreprise et de se mettre vraiment dans une posture go and see permanente pour aller voir où est-ce qu'on peut apporter de la valeur en partant du principe que ce qui comptait, c'était la valeur créée et c'était pas tant la solution qui était créée. Ok. Tu parlais d'une dizaine de personnes. Est-ce que du coup cette équipe, ton équipe et l'équipe data, ce ne sont que 10 personnes ou c'est plus que 10 personnes? Et puis peut-être les profils des personnes qui composent ton équipe. Alors aujourd'hui, oui, l'équipe data est composée de 12 personnes, pour être très précise. Ok. Aujourd'hui, dans une dimension, ils sont très focalisés sur la France, qui est le pays historique. Et donc là, on est vraiment, si certains nous écoutent et cherchent des jobs dans la data, on est dans une phase de scaling. Donc, on cherche aussi à faire grandir l'équipe et grandir dans une dimension groupe, dans une dimension internationale. Et les profils dans l'équipe, il y en a plusieurs. La vision qu'on a de l'organisation de l'équipe data, c'est finalement d'y concentrer les différents profils d'expertise qui sont nécessaires à délivrer le plus en autonomie possible et générer le plus d'impact. Donc le choix nous qu'on a fait, c'est déjà un Chief Data Officer au COMEX de l'entreprise, partant du principe que la data est au cœur du business model de l'entreprise, mais qu'on ne sait pas forcément en étant patron des opérations, patron du marketing, exactement où est-ce que la data peut créer de la valeur. Et on peut penser que là, il n'y en a pas alors qu'il y en a. Donc ça, c'est une manière aussi de créer ces échanges et de pouvoir avoir ces interactions. Ah mais tiens, tu sais, là-dessus, on pourrait t'aider. En fait, c'est facile, voilà. Sur des problèmes. Donc ça, c'est ton rôle. Voilà, c'est mon rôle. Et du coup, l'équipe, on regroupe avec l'ensemble des profils, c'est-à-dire un architecte data et un data engineer, parce que si on collecte pas la donnée, si on collecte pas la bonne donnée et si on la collecte pas à la bonne fréquence, j'ai peut-être pas besoin de temps réel sur cette donnée, toutes les heures ça suffit ou tous les jours. Et à côté, on a 3 autres types de profils, donc des profils de data analyst qui eux vont vraiment exploiter la donnée qui est déjà dans notre plateforme data et qui vont la travailler pour que ça puisse répondre à des problématiques business ou clients sous forme de visualisation, sous forme parfois d'alerting. Ça peut être une notification sur Slack d'une baisse d'un KPI business, par exemple. Et donc, ils vont plutôt être attachés à construire des analyses, construire des visualisations, certaines fois des algorithmes qui vont faciliter la prise de décision business. Et à côté, on a également des data scientists, dont parfois les formations sont les mêmes, mais qui, eux, vont beaucoup plus être focalisés à développer des fonctionnalités ou développer des produits data qui vont aller impacter le parcours client et l'expérience, donc son expérience utilisateur, ou qui vont venir accélérer le flux de véhicules. Et un nouveau profil, deux nouveaux profils qu'on a introduits dans l'équipe, qui sont plus des profils qu'on trouve dans le monde du digital et qu'on a amenés dans le monde de la data, avec un data product manager et une UX designer. Pourquoi ces deux profils? Parce que déjà, l'UX designer, quand on design des interfaces qui aident à la prise de décision, c'est important. Souvent, on se dit, oui, l'UI, c'est important. Oui, le fait que l'interface soit jolie et ergonomique, c'est important. Mais ce qui est aussi très important, c'est de le resituer dans le contexte du collaborateur pour lequel on construit. À quel moment il le fait? Combien de temps il a pour le faire? Il est où quand il commence à faire cette action? Et donc, comment on construit quelque chose de manière fluide? Et la deuxième chose, un profil de data product manager. Pourquoi? Parce qu'on construit des choses qui sont très transverses. Je parlais de la détection de défauts à partir de photos de véhicules. Ça, on le fait à notre usine de reconditionnement. On va pouvoir le faire pour le client avec les photos sur le site web. Et donc, tous ces éléments-là
En fait, ça nécessite aussi de l'organisation d'un point de vue product et des savoir-faire de gestion de produits, gestion de projet, qui sont parfois une composante trop large des sujets qu'on adresse pour que ce soit géré par un data scientist ou un data analyst. Donc sur les sujets transverses, on a ce rôle de data product manager comme dans le digital. Ok, je trouve ça super intéressant. Ce qui me marque quand t'expliques un peu tous les rôles et les fonctions que vous avez dans l'équipe data, moi qui suis RH et très tournée vers l'humain, je me rends compte que oui, vous avez un métier tourné vers la data, vers les chiffres, mais en fait très au service des autres. Vous essayez de bien comprendre leurs besoins et de bien mettre en valeur et de faire en sorte qu'ils utilisent bien la donnée au bon moment et que la donnée soit le plus valorisée possible. Et donc en fait, vous avez aussi un travail de bien comprendre vos clients internes et externes. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on a, et ça a été un peu tout un changement, toute une transformation qui vient de la logique product management que moi j'ai acquise aussi dans mon expérience chez SNCF, où dans le product management, à la différence de la gestion de projet, dans la gestion de projet, on se met d'accord sur un livrable, donc un livrable n'étant jamais qu'une solution, qu'on va aller délivrer dans un délai attendu pour un budget attendu. Et donc, ça, c'est de la gestion de projet. Dans le product management, on peut avoir des phases de gestion de projet, bien sûr. Mais là où dans le product management, le paradigme, c'est plutôt de partir du problème utilisateur, de bien comprendre l'utilisateur et de chercher à délivrer de la valeur et de délivrer de manière incrémentale et aussi itérative, les deux dimensions. Et donc, c'est vraiment ça qu'on a mis en place. Et un exemple simple, c'est au premier confinement, quand toutes nos agences ont été fermées, elles ont été fermées comme beaucoup de retailers et d'e-commerçants. On avait des clients à livrer. Donc, si j'avais prévu de livrer une robe et que ça part avec un colis Chronopost, très bien, ma livraison, elle est partie si mon entrepôt est ouvert. Nous, la particularité, c'est qu'on livre à domicile, mais qu'on livre dans des points de livraison aussi qui, eux, étaient fermés. Et donc, on a eu cette problématique de dire, oh là, on a des commandes à honorer auprès de nos clients. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a contacté les clients pour savoir s'ils voulaient être livrés ou pas livrés déjà, parce que certains nous disaient, j'en avais pas en avoir besoin pendant le confinement. Logique. Deuxième option. Je sais pas où la garer. Voilà, je sais pas où la garer. Deuxième option, c'est non, en fait, j'ai besoin de ma voiture parce que je me retrouve dans une situation où je vais quand même travailler. Je suis infirmière, je suis médecin, il n'y a pas de transport ou il n'y a pas beaucoup de transport, donc vraiment, j'en ai besoin. Et d'autres personnes qu'on avait besoin pour leurs besoins courants. N'oublions pas que 2/3 des Français prennent leur véhicule pour aller au travail et qu'il y avait quand même un certain nombre de personnes qui avaient besoin de se déplacer pour travailler, pour faire leurs courses aussi alimentaires. La première réaction qu'on a eue, c'est « Ah, il faudrait faire une extraction de toutes ces livraisons ». Donc, avoir un fichier Excel ou Google Sheet avec toute la liste, toutes les infos. Oui, très bien. Et en fait, par contre, en essayant de comprendre le problème, en fait, ce qu'on cherchait à faire, c'était que chaque responsable d'agence arrive à voir les livraisons qu'il y avait autour de son agence et essaye de trouver les solutions pour livrer les clients les plus proches. Si j'ai un client dont j'ai à reprendre une voiture et livrer une voiture, si son véhicule roule, en fait, je peux moi-même, responsable d'agence, aller livrer le véhicule chez le client et revenir à l'agence avec son véhicule. Et donc, en fait, on s'est mis dans un contexte où on voulait que chaque responsable d'agence voit avec le client et trouve la solution qui lui corresponde. Et la réponse data qu'on a apportée, ayant bien compris ce problème-là, le problème, c'était pas d'avoir la liste. Le problème, c'était vraiment d'aider le responsable d'agence à trouver la solution qui correspond le mieux. Et la réponse qu'on a eue, c'est de développer une interface web avec du code Python et la librairie Dash pour les experts qui nous écoutent, qui permet en fait à chaque responsable d'agence de voir les points autour de son agence, de voir le périmètre en termes de distance ou en termes de temps de trajet, et d'avoir vite l'info par un code couleur visuel de est-ce qu'il y a une reprise ou est-ce qu'il n'y a pas une reprise, c'est-à-dire est-ce que quand je vais livrer le véhicule, j'ai un véhicule pour revenir? Si oui, c'est simple, sinon il faut que j'organise un transport. Et ça change tout parce que c'est jamais que de la data. Le point critique de qualité, c'est que ça devait être facilement exploitable par un responsable d'agence. Et la manière la plus simple pour lui, c'est pas de regarder chaque ligne et de pas bien savoir le code postal où c'est, et de le retaper éventuellement sur Google Maps. C'est de voir et puis de lui-même, de lui laisser la possibilité d'appeler. Ouais.
Super, avec cet exemple, je pense que tu commences à illustrer un peu votre manière de faire chez Aramis. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien faire un petit step back sur quand même ton parcours et comprendre comment tu es devenue aujourd'hui la manager que tu es. Quelles ont été les principales étapes ou moments clés dans lesquels tu as pu affirmer tes convictions en management? J'ai eu plusieurs étapes dans mon parcours. Une qui, je pense, contribue à être la manager que je suis toujours, mais qui a été mon premier poste où il n'y avait pas du tout de management. Mais quand je suis arrivée chez Mercer, Mercer est un cabinet de courtage et de conseil en assurance collective et en rémunération. Et je suis arrivée chez Mercer sur une création de poste en étant la première, d'ailleurs je me rappelle plus de mon titre, si c'était data miner ou chargée d'études statistiques, avec une problématique de, on a plein de données en tant que courtier en santé et aussi en prévoyance, donc sur tout ce qui est incapacité, invalidité, donc la partie arrêt de travail. Ces données-là peuvent nous aider à améliorer le service pour nos clients, mais on ne sait pas bien comment. Et en fait, ça a été un point finalement qui est assez structurant pour moi parce que il a fallu que je me prenne en main, que j'aille vers les autres et que je sois capable d'expliquer ce que je cherche à faire, que j'écoute. Et donc, j'ai été voir des gestionnaires de paye, donc des personnes qui, à l'époque, quand il y avait beaucoup de feuilles de soins, saisissaient les informations des feuilles de soins dans les outils informatiques. Ah oui, tu saisis ça, et quand on a un nouveau collaborateur dans une entreprise, tu fais ça, comment? Parce que c'était eux la source de la collecte de données. Et donc, il a fallu que j'écoute, il a fallu que je comprenne, il a fallu que je comprenne les processus aussi, parce que dans le métier de manager, c'est comment ça marche, quelle est l'organisation, quel est le rôle de chacun. Ah, la donnée vient de telle personne, je vais aller la voir, je l'écoute, je comprends son métier. Je comprends ses difficultés et je comprends pourquoi parfois il y a des champs non renseignés ou mal qualifiés dans la donnée. Mais je vais aussi travailler avec les équipes de l'IT parce qu'en fait, je ne sais pas où elle arrive cette donnée, comment elle est structurée dans des bases de données, quelle technologie. Et oui, bien sûr, j'ai besoin qu'ils me créent un environnement pour que je bidouille des choses. Mais en même temps, dans l'étape, ça m'a aussi permis de m'intéresser et de comprendre d'autres métiers qui étaient le mien, de me rendre compte d'éléments parfois surprenants, mais qui sont notre quotidien dans le monde professionnel. On parle de la même chose, mais on n'utilise pas le même mot. Donc, ça a été un élément important pour moi parce que ça m'a permis, dès le début de ma carrière, de ne pas être que dans un domaine d'expertise, à parler que avec des personnes qui avaient le même langage que moi, le même formation que moi, mais assez vite de m'intéresser aux personnes, de comprendre leurs difficultés, de comprendre les métiers et de comprendre aussi les organisations et les processus, qui sont un élément un peu clé aussi du manager, qu'il a besoin de comprendre ce qui est au-delà de lui et comprendre comment l'idée. Donc, je ne prétendais pas du tout avoir beaucoup de leadership à l'époque, mais de comprendre comment collaborer avec des personnes, leur faire comprendre ce que je cherchais à faire et puis les animer pour qu'à la fin, oui, j'ai bien un environnement dans lequel je pouvais commencer à faire des analyses et puis leur faire le feedback aussi de ce que j'étais en train de faire. Donc ça a été, je dirais, un premier point important pour moi parce que ça m'a amené à sortir d'eux. Et quelqu'un me disait d'ailleurs ce matin, un leader, c'est quelqu'un qui est capable d'amener des personnes d'un point A à un point B, mais avec du sens et avec de l'envie et en les faisant grandir. Et ça, je pense que ça a été vraiment ma première petite marche vers ça. Une autre étape importante, ça a été chez AXA, que j'ai ensuite rejoint au sein des équipes CRM. Et donc, il y avait une équipe de 10 personnes sur des profils statistiques, data mining. Et un des sujets qu'on menait, c'était le calcul de la valeur client dans l'assurance. Ça fait très nébuleux, mais l'approche qu'on avait, c'est comment est-ce qu'à un moment on connaît et on reconnaît et aussi on adapte notre façon de faire et notre relation client selon la valeur du client. Parce que ça, c'est des problématiques classiques de marketing client qui est de dire, les clients fidèles, qui sont-ils? Comment je peux les reconnaître? Comment est-ce que je les fidélise? Et ça, c'est un autre élément c'est plus par ce projet-là que ça m'a beaucoup apporté parce que c'était un sujet très transverse qui nécessitait de travailler avec des commerciaux, donc on appelle des agents généraux dans des agences d'assurance, des agents généraux, de travailler avec des actuaires des différentes lignes produits, l'auto, l'habitation, la santé, de la prévoyance,
de travailler avec des équipes de la finance, de la comptabilité analytique, la comptabilité générale, du contrôle de gestion. Je ne comprenais pas les différences au début, pour moi c'était la finance. Et de voir, pour ce projet-là, tout le monde devait collaborer ensemble et tout le monde devait collaborer ensemble à une échéance donnée où on devait mettre à jour la valeur client tous les ans. Et ça a été très intéressant pour moi parce que ça m'a amené vraiment à comprendre, à adapter les modes de communication, à partir du principe, à apprendre un élément qui est fort, que je dis souvent à mes équipes, c'est ne pars pas du principe que l'autre fait quelque chose contre toi, essaye de comprendre la situation dans laquelle il est, le contexte, souvent ce qu'on appelle se mettre en empathie avec, pour un moment décrypter ce qu'il est en train de te dire, parce qu'il te le dit avec un certain mode de communication, dans un certain contexte, et lui aussi, il a ses problèmes. Et donc, il faut faire souvent un pas vers l'autre pour arriver à collaborer ensemble. Et ça, c'était très important parce que des fois, on avait des discussions qui étaient très antagonistes. Et puis, en essayant de s'intéresser au point de vue de l'autre, en fait, je comprenais les difficultés et on trouvait un point d'entente aussi pour tenir l'objectif qu'on cherchait à atteindre tous ensemble. Donc, ça a été d'être sur ce management projet d'une trentaine de personnes et de me rendre compte que, et le management par le sens, parce que si je prends les exemples des équipes de comptabilité analytique, elles disaient tous les ans, j'ai quelqu'un des équipes CRM qui vient me voir et qui me demande des éléments sur les frais, je comprends juste pas pourquoi. Et puis moi, je me disais, pourquoi on va lui demander ça ? Et en fait, je lui ai expliqué le contexte. Oui, on calculait une valeur client présente, mais on voulait du coup impacter les frais. Pour ça, j'avais besoin de ces éléments-là. Et puis, on calculait la valeur future. Donc, j'avais besoin d'hypothèses de taux d'actualisation dans les années à venir. Et ça, moi, j'en savais vraiment absolument rien, mais j'avais besoin des hypothèses de la finance. Donc, voilà, manager par le sens, c'est quelle est, toi, à ta petite échelle d'une tâche récurrente qui te paraît pas intéressante, finalement, le maillon que tu apportes dans une finalité globale, dans une valeur globale, et pourquoi on fait ça pour le client. Okay. Un troisième élément, c'est quand je suis passée manager d'équipe, pas que fonctionnelle, mais du coup hiérarchique, comme on dit dans les termes très stéréotypés, chez AXA, et j'ai eu une énorme chance. Alors, un challenge particulier de manager, mais ça on en parlera, mais une énorme chance. L'autre challenge particulier, c'était de devenir manager de ceux qui étaient mes collègues avant. Mais aussi une énorme chance dans le sens où AXA investit beaucoup, et j'imagine toujours aujourd'hui, sur le développement des collaborateurs et notamment sur le développement de ses managers. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir un cursus managérial, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, c'est un accompagnement à la prise de poste de management pendant 1 an et on avait une logique de promotion où tous les, je me rappelle plus maintenant, mais peut-être 6 semaines ou 2 mois, on passait des sessions de 2 jours en promo ensemble à apprendre des fondamentaux du management et ensuite pouvoir les mettre en pratique dans le cycle d'après. L'idée étant qu'à la fin de ces 12 mois, on savait développer des collaborateurs de manière individuelle. On avait tous les éléments du manager, le feedback, la gestion des conflits, l'entretien annuel, enfin vraiment les fondamentaux, mais aussi on savait construire et formuler un projet d'équipe. Et ça, c'est toujours des éléments qui sont très forts et qui étaient très riches, parce qu'il y avait le double élément, j'ai des fondamentaux, je les applique, j'apprends, je peux en reparler et on a ce côté itératif, mais en même temps, hyper enrichissant de le faire avec des personnes qui viennent d'univers différents. Je me souviendrai toujours des 2 personnes, de 2 des personnes de la promotion qui étaient avec moi, il y en avait 3. Il y en avait un qui était à la finance et il manageait des profils jeunes et il me disait, je comprends pas, ils arrivent pas à se lever le matin, comment je fais ? Ils arrivent pas à être à l'heure. Et ça m'avait marqué. Je dis, ah tiens, moi, j'ai pas le problème. Mais on en parlait, on se coachait. Et du coup, j'apprenais aussi sur des problèmes de management auxquels je n'étais pas exposée chez moi, dans mon équipe à ce moment-là. Un autre profil qui était un ancien de la marine, qui était manager des achats généraux. Et donc, c'était intéressant parce qu'il avait un modèle de management qui était beaucoup plus le modèle de management qu'on a, j'imagine, dans la marine, dans l'aspect militaire, donc avec vraiment cette notion d'équipage, mais en même temps, un management très autoritaire. On décide ça, on fait ça, et puis quand on a décidé qu'on faisait, tout le monde doit le faire. Et donc, c'était intéressant. Et une troisième personne qui était sur les grands risques, et notamment les grands risques de sinistre aviation. Et donc, manager des personnes qui indemnisent des sinistres aviation juste après un sinistre aviation, c'est compliqué parce qu'on parle d'humains, on parle de personnes qui ont leur vie chamboulée à jamais, des personnes qui décèdent.
et comment moi j'accompagne mes collaborateurs qui sont face à cette situation-là, qui ont des familles au téléphone. Et en fait, ça a été un moment très riche parce que ça m'a aidé à avoir ces fondamentaux, mais aussi à apprendre de toutes ces personnes avec qui on était en train de faire ce chemin de management. Ça rejoint un peu la notion d'ouverture dont tu parlais tout à l'heure, qui était dans ton métier de data analyst au début ou autre, mais t'es allé aussi apprendre et t'as bénéficié des expériences des uns et des autres pour te forger certaines convictions et ça m'amène en tant que manager à me rendre compte qu'en face de moi, certains managers ont ces difficultés dans leurs équipes parce que tout le monde n'a pas à manager les mêmes types d'équipes, dans les mêmes types de contextes, sur les mêmes types de métiers, quoi. Manager d'un service client, on est exposé à la vraie vie des clients, à des difficultés, à des crises, à du stress. Et nos collaborateurs sont exposés à ça et il faut savoir les aider, quoi. Et c'est quand même très différent d'être manager de développeur IT, quoi. Ok, j'aimerais qu'on parle maintenant un peu d'Aramis Auto. Quand on a préparé l'épisode, il y a quelque chose qui m'a marqué. Tu m'as dit, nous chez Aramis, on aime bien les problèmes et on cherche les problèmes et on est content quand on a des problèmes. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle culture managériale vous avez et pourquoi cette recherche de problèmes est si intéressante pour vous? Quel est votre rapport à ça? Alors, si je dois le formuler dans des termes qui sont assez génériques, que beaucoup d'entreprises claiment, mais on est vraiment chez Aramis customer et people-centric. Et je le dis pas pour avoir des buzzwords, parce qu'il y a 2 points de départ qui sont très importants pour nous, qui sont pas des éléments annexes, mais qui sont vraiment au cœur de la manière dont on définit notre stratégie d'entreprise et dans la manière dont on la pratique au quotidien. Et donc, il y a 2 éléments qui nous obsèdent systématiquement. C'est quels sont les problèmes des clients, comment est-ce que je peux développer et améliorer la valeur que je donne aux clients. Et le deuxième élément, c'est comment est-ce que je développe mes collaborateurs, est-ce qu'ils ont toutes les bonnes conditions pour travailler et est-ce qu'ils sont dans des conditions d'apprentissage qui les aident à se développer, à construire aussi et à se construire et à apporter cette valeur aux clients. Donc, on regarde, et nos leitmotifs sont la satisfaction client et l'engagement des collaborateurs. Et donc, pour améliorer la satisfaction des clients et l'engagement des collaborateurs, nous, on part de ce qu'on appelle les problèmes. Donc, souvent, les gens disent « Oh, ça fait quand même négatif, on préfère parler de ce qui va bien ». Partir des problèmes, pour nous, c'est une manière d'être très concret sur ce qui ne va pas. Et en étant très concret, ça nous permet aussi de plus facilement identifier des opportunités d'amélioration, de les mettre en œuvre et de changer les choses. Je vais prendre un exemple d'un sujet de data, comme ça n'a rien à voir, mais qui vous permet de voir peut-être les différences. Un des sujets qu'on a adressé, c'est le sujet du lead scoring. Qu'est-ce que c'est ? Le lead scoring, c'est finalement quand un client crée un devis depuis le site web, c'est de dire en fait quels sont les clients qui ont besoin de conseils et qu'il faut que j'aille rappeler et recontacter derrière. Le lead scoring, c'est quelque chose d'assez générique dans beaucoup d'entreprises qui vise à dire quels sont les leads que je dois aller recontacter. Et pour ça, je vais développer un scoring, souvent avec un algorithme de machine learning qui va me permettre d'identifier les contacts qui ont la plus de probabilité de convertir en commande si je les appelle, bien sûr. Et la manière qu'on avait de l'adresser dans la précédente version, c'est OK, on sait qu'on a ce problème-là, on s'arrête là. Et on va développer un algorithme au siège qui va pouvoir répondre à la problématique. Ça va peut-être nous prendre 1 mois, 2 mois. Puis quand on a fini, on va retourner voir le manager du call center. La manière dont on l'oriente, c'est d'être très, très clair sur les problèmes. Donc, en fait, aujourd'hui, quel est le problème du client dans ce sujet-là ? Le problème du client, c'est le client qu'on rappelle et qui n'a pas envie d'être recontacté. C'est combien de clients tous les jours qu'on rappelle, qui n'ont pas envie d'être contactés et pourquoi ? Et du coup, d'essayer vraiment de comprendre ça. Et déjà, on dit, si déjà ça, on résout, c'est qu'on n'est plus en train de recontacter des clients qui n'ont pas envie d'être contactés. Déjà, on aura créé de la valeur pour le client. On aura mieux compris le contexte. Et c'est assez facile de traiter ce petit sujet particulier. Le deuxième élément, si on prend le problème collaborateur, on dit au collaborateur du call center, quel est ton problème ? Lui, il va pas nous dire que son problème, c'est de pas avoir de scoring sur les leads. Par contre, lui, ce qu'il nous disait, c'est moi, mon problème, c'est il y a déjà il avait 2 problèmes d'ailleurs.
Le problème de certains, c'est non mais moi, j'utilise pas le scoring qui existe déjà parce que ma conviction, c'est que c'est le client qui vient de créer un lead depuis le site qui est celui que je dois rappeler. Bon, bah, comme on a traité le problème du client, on a répondu un peu à cette question-là. Mais le deuxième, c'est en fait, dans mon interface, je vois une probabilité qu'à 4 chiffres après la virgule. Franchement, c'est compliqué pour moi, là. Je sais pas pourquoi, en plus, je sais pas du tout ce que veulent dire ces chiffres. Si au lieu d'être à 0,5436, ça pouvait juste être 0,5, déjà, ça m'aiderait. Ok, en fait, on va déjà commencer à résoudre ce problème-là du collaborateur. Et il est très simple. Et donc, une manière qu'on a dit, de dire aux équipes, on dit no problem is a problem, pas parce qu'on est, pas parce qu'on est content qu'il y ait des choses qui marchent pas ou qui soient pas parfaites, mais parce que ça veut dire qu'on n'est pas assez clair sur le contexte, qu'on n'est pas assez clair sur ce qui crée pas de la valeur pour le client, qu'on n'est pas assez clair sur ce qui embête le collaborateur et qui l'empêche de bien travailler, qu'on n'a pas eu ce qu'on va appeler le go and see, soit on n'a pas été voir. Et donc, on est sur un problème d'ensemble. Donc, un problème d'ensemble, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'on fasse quelque chose qui est à côté de la plaque, parce qu'on n'a pas été voir, soit parce que le collaborateur, en fait, il a besoin qu'on l'aide, qu'on discute avec lui pour se rendre compte vraiment de ce qui ne va pas. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas et qui peut être amélioré. Et donc, c'est une manière et c'est un point de départ pour nous à de l'amélioration continue, mais en partant de quelque chose de très concret et du coup qui améliore assez facilement et qui développe l'apprentissage, parce que de parler des 4 chiffres après la virgule, ça nous a permis d'avoir la discussion de qu'est-ce que c'est qu'une probabilité et 4 chiffres après la virgule. Ça a appris aussi quelque chose au conseiller commercial, puis ça a appris aussi au data scientist qu'on s'en fichait des 4 chiffres après la virgule. Ouais, je comprends. Et finalement, en étant le plus précis possible dans l'identification des sujets que vous avez à traiter, à améliorer, c'est aussi beaucoup plus performant, j'imagine, parce que vous allez droit au but. Vous pouvez perdre, entre guillemets, ou passer du temps à bien comprendre le problème, mais du coup, la solution que vous apportez, elle est beaucoup plus précise et vous avez, je pense, vous maximisez vos chances d'utilisation des solutions que vous proposez au problème. C'est ça. Et en fait, c'est une manière de maximiser en fait la valeur qu'on délivre de manière assez contradictoire. On a un sens global quand même derrière, mais pour savoir où est-ce qu'on va aller regarder des problèmes, bien sûr. Mais en fait, c'est vraiment une manière de maximiser la valeur. Souvent, les gens disent c'est contre-intuitif parce que tu as résolu un petit truc. Oui, mais quand j'ai résolu ce petit truc et que ça a été résolu en équipe, en fait, on a créé la confiance. 2, on a créé l'état d'esprit d'équipe. On est sur le chemin d'avoir créé de la valeur et on a appris quelque chose. Et on est tombé juste puisqu'on l'a fait ensemble. Et j'ai gagné du temps parce que on n'a pas essayé absolument de convaincre quelqu'un d'acheter quelque chose ou d'utiliser quelque chose qu'on a conçu sans lui. On l'a conçu avec lui, donc forcément, il va vouloir l'utiliser. Ça veut dire que derrière, vous avez une remontée d'informations et une confiance aussi dans le fait que, ça génère, j'imagine, une confiance dans le fait que les gens se sentent à l'aise pour dire soit qu'ils n'y arrivent pas, soit que ça ne marche pas, tout à fait, etc. Comment ça se passe cette confiance en interne pour remonter les problèmes? Parce que dans beaucoup d'entreprises, en fait, on se dit surtout qu'il faut pas le dire parce qu'on peut passer pour l'empêcheur de tourner en rond ou celui qui sait pas faire, quoi. Déjà, c'est de le dire et que ce soit nos fondateurs qui le disent eux-mêmes et qu'on le croit profondément et qu'on le pratique et que nous-mêmes on dise nos problèmes. C'est déjà en l'animant quotidiennement, vraiment tous les jours et en admettant que no problem is a problem, ça en le disant fort. 2, c'est dans notre modèle managérial, il y a un élément qu'on cite souvent et qui est très cryptique. Donc, je vais vous dire la phrase cryptique avant de vous l'expliquer. C'est que notre modèle n'est pas 4D, mais il est 4F. Oula. Si vous cherchez 4D versus 4F sur Google, vous pourrez trouver le petit visuel qui va vous aider à comprendre ce que je vais vous dire. Mais très souvent, dans les organisations, on a un modèle qui est très 4D. Donc, c'est parce que je vais vous citer 4 mots qui commencent par un D après. Mais c'est parce qu'on est dans un mode où la stratégie est plutôt définie par le manager ou par le top management et ensuite il y a une phase d'exécution. Et donc, pourquoi 4D? Parce qu'on dit que souvent la stratégie, elle va commencer par define, vraiment en mode top.
Decide, ensuite, c'est qu'est-ce qu'on fait, quelle est la solution qu'on veut aller déployer. Typiquement, aller mettre en place telle solution pour telle date. Et ensuite, toute la partie exécution consiste à le mettre en œuvre et à gérer les aléas d'écart au plan. Donc, à être dans du drive et dans du deal. Et donc, effectivement, l'empêcheur de tourner en rond, comme tu le citais, dans ce modèle-là, quand il arrive et que ça a été define sans lui, decide sans lui, qu'il arrive au milieu du drive et qu'il dit, non, en fait, c'est pas ça le bon problème à résoudre, je suis pas d'accord, ça marche pas pour moi. Oui, il est dans l'empêcheur de tourner en rond puisque la date a déjà défini, la solution a déjà été définie. Et donc, il va falloir que, dans le 4D, qu'on deal, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver le compromis, soit on écoute son problème, soit on l'écoute pas, soit on adapte et on risque de perdre du temps. Et en fait, nous, dans notre modèle, on parle plutôt de 4F, donc c'est ce qu'on pratique. Donc, on n'est pas dans une logique de stratégie et d'exécution, mais dans une logique de accept et de commit qui tourne autour de 4F, si vous m'avez bien suivi. Et donc, la première étape, elle consiste à dire, on commence par du find. Donc, on va d'abord voir, et pour aller voir, c'est pratiquer donc ce qui s'appelle notre modèle managérial est très inspiré du Toyota Production System, donc du Lean mis en place par Toyota. Et donc, on va pratiquer ce qui s'appelle du Gemba ou du Go and See. Concrètement, si je veux comprendre les problèmes des clients, c'est comment est-ce que je fais de l'écoute client, comment est-ce que je vais concrètement passer une journée en agence, quand je veux comprendre les problèmes des collaborateurs d'un autre service. Comment est-ce que je vais voir ces collaborateurs d'un autre service? Non, ils ne vont pas aller m'expliquer leurs problèmes et leurs roadmap dans une salle avec un PowerPoint. Je vais juste les voir. Et les voir, c'est regarder peut-être comment ils codent, comment ils développent, est-ce qu'ils ont les bonnes conditions, est-ce qu'ils ont des gestes répétitifs. Peu importe. Mais c'est de commencer par du find, c'est-à-dire voir les éléments sur le terrain. Face au find, une deuxième étape, qui est pas évidente, c'est le face. Et même pour un manager, le faire avec ses propres équipes, c'est voir ses propres contradictions, c'est voir les mauvaises orientations, c'est voir les éléments qu'on demande qui sont idiots et répétitifs pour les équipes. Mais cette deuxième étape, elle est très importante, c'est de se rendre compte du face, c'est-à-dire vraiment des problèmes, vraiment des situations à risque, vraiment des éléments qui sont contradictoires ou qui empêchent de créer de la valeur pour le client. Donc ça, c'est vraiment la phase d'acceptation. Et quand on accepte, dans cette phase-là, les problèmes, on les voit. Et quelque part, on peut être que d'accord parce que c'est du find, c'est quelque chose qu'on a vu concrètement. Et donc, on voit concrètement que dans ce cas client, le client est obligé, par exemple, de nous rappeler 3 fois avant qu'on lui apporte une réponse. Et là, on peut passer à l'autre étape, qui est une étape beaucoup plus de consensus et de manière d'avancer en équipe, en teamwork, pour faire du franglais. Et une étape de commit dans laquelle on va faire frame. OK, comment on reformule le problème? Comment est-ce qu'on propose de le résoudre? Quel est le challenge qu'on se donne ou quel est le problème qu'on va chercher à résoudre? Et ensuite, forme, comment on organise en fait cette résolution de problème. La formulation du problème part dès le début et part du fait qu'on a été aussi souvent observer la même chose ensemble. Et à partir du moment où on part d'un problème qui est formulé concrètement, ça devient très factuel. Et ça ne devient pas le sujet de la personne qui l'exprime, mais en fait, c'est la situation et on ne peut être que d'accord sur une situation qu'on a observée dans l'étape de find sur le terrain. Est-ce que c'est pour tous les sujets? Est-ce que c'est vraiment une culture globale et un fonctionnement pour absolument tout? Ou, tu disais tout à l'heure, on va quand même chercher des problèmes plus spécifiques, on met notre énergie sur certaines guidelines de développement de l'entreprise? Est-ce que comment concrètement les collaborateurs d'Aramis Auto vivent cette manière de voir les choses? Je dirais que c'est une approche qui est plutôt tout le temps, dans tous les cas et dans toutes les situations. Après, on n'est pas dans un mode qui peut être perçu, quand je vous le raconte, un peu psychorigide. C'est-à-dire qu'on va pas dire « tu ne m'as pas formulé exactement ton problème, on n'avance pas » pour détendre tout le monde. Mais c'est beaucoup plus une approche, c'est beaucoup plus une philosophie et c'est beaucoup plus pour nous managers une stratégie dans la manière d'aborder les choses et dans la manière d'orienter en fait les équipes et de favoriser aussi le travail d'équipe au sein de ces équipes et de favoriser le travail d'équipe entre les équipes. Comment est-ce qu'on va définir? Il y a un élément pour nous qui est on top, c'est on partage tous la même raison d'être en fait de l'entreprise. Et derrière, on définit ce qu'on appelle des combats. C'est un peu un mode guerrier
qui sont en fait les combats qu'on a envie de craquer collectivement pour dans toute l'entreprise. Quels sont les combats? On aura réussi ici, on a X% qui sont satisfaits, et donc ça, on en définit un certain nombre, donc un certain nombre étant 3, 4, 5, qui sont des éléments qu'on va définir pour, en général, plusieurs années. À chaque fois, on aime bien se dire, ça va durer un an. Non, en fait, ça dure pas un an. Donc, ils sont vraiment pour atteindre cette raison d'être, voilà les 4-5 gros combats majeurs qu'on va aller adresser ensemble en collectif au niveau de l'entreprise et qu'on communique aux équipes, qu'on recommunique régulièrement. Et derrière, chaque, on va dire, membre du COMEX, mais top manager, va définir ce qui s'appelle, en termes lean aussi, donc je vous en fais un Oshin Cannery, et donc va définir les challenges portés par son service qui vont permettre de résoudre ou d'adresser ces combats. Alors des fois, il y a des combats où on ne peut pas faire grand-chose, étant donné son domaine d'expertise, où c'est pas le bon moment, parce que, je prends d'exemple, moi si j'ai pas du tout de données et que c'est un sujet où on peut pas du tout aider, on va dire, ok, on peut pas aider, ou il faut d'abord avoir fait ça, et probablement que j'aurai un challenge l'année prochaine, cette année, c'est trop tôt. Donc, c'est aussi une manière de se questionner sur ça. C'est moi, à mon échelle, en tant que manager de l'équipe data, quels sont les challenges que nous, équipe data, on va les relever pour adresser ces combats? Et sur les autres, comment est-ce qu'on va aider les équipes dans leurs challenges pour aller résoudre ces combats? Mais in fine, on est tous d'accord, puisque en fait, les combats orientent tout le monde dans l'entreprise. Et donc, c'est un peu ça qui va nous amener, quand on a les combats, ça nous a amené on les a définis parce qu'on est parti de points à craquer concrètement qu'on a vu sur le terrain, ou qu'on a vu des fois dans nos chiffres sur de l'insatisfaction client, par exemple, ou sur de la performance business. Mais après, chaque équipe va définir ses challenges par rapport à, et moi, qu'est-ce que je peux apporter comme valeur, qu'est-ce que je peux résoudre comme problème à mon échelle. Et ça, du coup, ça oriente énormément. Et sur les problèmes des collaborateurs, c'est tous les jours et tout le temps. Et il n'y a pas de mauvais problème du collaborateur. Si c'est un problème pour lui, alors c'est un problème. Et ça, c'est pour un autre élément fort qui est, souvent on dit un autre élément qui est process is the problem and people is the solution. Et donc de s'intéresser aux people, ça nous permet aussi nous-mêmes de voir les process parfois un peu stériles dans lesquels ils sont et qui ne créent pas de la valeur, qui ne leur créent pas de la valeur. On entend souvent des verbatims de collaborateurs, on me demande de faire ça, je sais pas à quoi ça sert, ah mais là ça bug tout le temps, je suis obligée de cliquer 4 fois. Donc ça c'est une manière de nous amener, nous managers, à être dans l'écoute permanente et créer le climat qui fait qu'avec les collaborateurs, on voit ça, on en parle tous les jours et on essaye de les résoudre, mais petit à petit, parce que la pile de 1000 problèmes, on n'y arrivera pas, mais quel est le truc qui t'embête le plus et comment est-ce qu'on peut le regarder et comment moi je peux t'aider ou qu'est-ce que toi tu proposes d'ailleurs qui pourrait le résoudre. Souvent les gens ont la solution ou au moins une solution en tête qui est un point de départ. Oui, bien sûr, ça responsabilise chacun en fait sur le fait d'être en amélioration continue dans ses tâches. Et je sais que souvent, moi j'entendais pas mal parfois de personnes dans mon ancienne entreprise ou même chez mes clients qui disaient mais ça fait 10 ans qu'on remonte ce sujet, mais en fait personne n'était au courant. Les gens parfois en parlaient entre eux dans une équipe, mais ça remontait pas en haut et donc en fait ils n'étaient pas tournés solution, donc la solution pouvait jamais arriver. C'est vrai que ça on le craque en disant Gemba go and see. Donc en fait comment le manager va voir les vrais problèmes des équipes et comment est-ce qu'on parle des problèmes pour qu'en fait ce soit un moment et un cadre dans lequel on le fasse. Et après, justement, quand on dit développer l'engagement, des collaborateurs qui disent ça, ils peuvent être que désengagés. On le comprend tous, si ça fait vraiment 5 ans qu'ils remontent tout le temps le même problème et qu'ils en parlent et que en fait la situation n'a pas bougé, ça a un côté très désengageant, ça touche potentiellement la confiance. Et donc là, le principe vise à dire, en fait, formuler les problèmes. On essaie de créer un cadre de la résolution de problèmes. Explique-moi le problème, comment ça se passe, et toi, pourquoi on a ce problème? C'est l'élément le plus important. Et qu'est-ce que tu suggères? Comment est-ce que moi je peux t'aider? Et des fois, de le dire, ça amène juste à créer la mécanique positive de la résolution de problèmes et la résolution est complètement à leur portée. Ouais, complètement. Et vous avez des rituels d'équipe qui permettent aux collaborateurs d'exprimer leurs problèmes ou en fait c'est
des rituels assez traditionnels et c'est plutôt la manière de prendre les points d'équipe ou les points de managériaux? On a des rituels qu'on appelle les Gemba, donc qu'on pratique quand on travaille sur des sujets pour le client, mais qu'on pratique aussi au quotidien en tant que manager. Alors certains le font toutes les semaines, d'autres toutes les 2 semaines. Ça va dépendre de l'échelle, mais même Nicolas Chartier, cofondateur d'Aramis Auto, pratique le Gemba et passe, je pense, tous les 2 mois, fait un Gemba au niveau du siège, c'est-à-dire qu'il va voir les services du siège, il va voir les services, ok, quels sont les derniers problèmes de sécurité que vous avez eu, derniers problèmes de qualité, quels sont les sujets de résolution de problèmes sur lesquels vous êtes en ce moment. Et ce rituel finit toujours par sur quel sujet est-ce que je peux vous aider? Comment est-ce que moi je peux vous aider? Et donc ce rituel-là, il est pratiqué par l'ensemble des managers et il est pratiqué même au plus haut de l'entreprise avec tous les collaborateurs de l'entreprise. Et donc c'est vraiment une démarche et un rituel qui est important et qui permet vraiment de développer cet engagement et qui permet aussi, même avec une phase de scaling d'une entreprise, de s'assurer d'être toujours en prise avec vraiment ses collaborateurs, peu importe l'échelle, enfin peu importe la taille hiérarchique, et d'être vraiment aussi en prise et de vraiment comprendre ses clients et d'orienter en fait ce qu'on fait sur la création de valeur pour le client et pour le collaborateur. Ouais, j'imagine que c'est Aramis Auto qui est une entreprise en forte croissance. J'imagine que c'est un vrai levier de réussite pour accompagner la croissance. Et c'est aussi une maladie de beaucoup de start-up qui fonctionnent très bien des fois et c'est un des gros challenges dans ces phases après de croissance. C'est souvent les recettes marchent bien au début parce que dans des petites structures, le fondateur, c'est lui au début qui vendait la voiture, qui répondait aux clients, qui livrait. Donc en fait, la valeur, elle était énormément orientée. Je les connais les problèmes des clients, je connais les problèmes des collaborateurs. On est 10, on est 15, on est 20, puis à un moment, on n'est plus en train de livrer le client, on n'est plus en train de répondre au service client. Il y a plus de collaborateurs. Il y a des jours, on croise des gens dans les couloirs qu'on ne connaît pas. Oui, en fait, c'est on va dire une stratégie et un modèle managérial qui du coup permet de garder ce contact, garder cette valeur des débuts et de pouvoir continuer à avoir une croissance rentable surtout. Merci beaucoup Anne-Claire, on arrive à la fin de notre échange. J'avais juste une dernière question qui est, tu parlais de combat justement, quels sont toi tes combats, tes enjeux pour la suite? Alors mes combats, j'ai un certain nombre de combats, on va dire, donc mes challenges de mon Oshinkanri, si vous m'avez bien suivi sur la France. Je dirais que moi, mes combats, c'est vraiment d'arriver à faire grandir l'équipe. J'ai un enjeu managérial d'arriver à scaler dans l'équipe et arriver à passer d'une équipe qui est très focalisée sur la France à une équipe groupe et donc qui accompagne l'ensemble des pays, qui construit des éléments et des produits data qui peuvent permettre à chaque pays d'accélérer tout en donnant et en laissant beaucoup d'autonomie à chacun des pays pour dans leur opération de tous les jours que la data les aide sur leur everyday business. Et donc moi, mon challenge, ça va être un challenge, on va dire, pour les équipes, on va dire que c'est un challenge d'organisation. C'est un challenge qui est génial, moi je trouve, en manager, c'est de recrutement et de recruter plusieurs personnes en même temps. Et du coup, de repenser des complémentarités d'individus et de repenser des complémentarités d'équipes. Et c'est aussi un challenge personnel pour moi, qui est de comment je garde cette logique de Gemba et cette logique de Go and See en étant dans une posture groupe qui est un peu plus loin de chacun des pays. Et donc, comment moi, j'arrive à m'adapter pour pouvoir, toujours à titre individuel, le faire pour bien orienter les équipes, bien sûr, mais aussi comment je transmets. Un de mes challenges personnels en tant que manager, ça va être de m'améliorer et de développer ce que je transmets de mes apprentissages à mes collaborateurs. On pourra se refaire un coucou dans quelques mois pour voir où est-ce que tu en es de cette transmission et de ces challenges. Merci beaucoup Anne-Claire pour ton témoignage et puis pour ce partage. Merci beaucoup Sophie, parce que c'est aussi un élément important, c'est les questions. Et ce sera mon mot de la fin, un point qu'on n'a pas abordé, c'est une de mes convictions aussi de manager, c'est questions are the answer. C'est la pratique du questionnement pour arriver à avoir les réponses. Et donc cet exercice me permet aussi moi-même de faire mon bout de chemin sur moi en tant que manager. Donc, merci pour ça et j'espère que ça aidera d'autres. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu.
Comme d'habitude, je vous invite ici à prendre un temps de réflexion après l'écoute pour savoir ce que vous retenez de cet épisode et comment vous allez faire évoluer vos pratiques. De mon côté, je voudrais mettre en avant 3 apprentissages que je retiens du témoignage d'Anne-Claire. La première chose qui m'a marquée, c'est l'importance de l'écoute des autres. À la fois pour mieux les comprendre, mieux les connaître, mieux connaître leurs problématiques et donc mieux y répondre. Les exemples donnés par Anne-Claire, je trouve, allient parfaitement écoute et performance opérationnelle. Ensuite, Anne-Claire a fait part de l'importance de l'accompagnement qu'elle a eu chez AXA au moment où elle est passée manager. À la fois en matière de formation et surtout dans la richesse des échanges qu'elle a eus avec ses collègues managers. J'étais déjà convaincue de la force du collectif, mais l'exemple d'Anne-Claire amène de l'eau à mon moulin. Surtout que je sais que parfois on peut se sentir seul quand on est manager. Donc je vous invite vraiment à intégrer des groupes de co-développement ou à en créer dans votre entreprise avec d'autres collègues. D'ailleurs, c'est une de mes idées pour développer Chef et la communauté autour de Chef. Donc si vous avez envie d'intégrer un groupe de managers, surtout faites-moi signe. Voilà, et la dernière leçon que je retiens de cet épisode, c'est vraiment l'approche Lean pour allier performance et environnement de travail agréable. C'est un fonctionnement qui démontre encore une grande attention et d'écoute de l'autre et qui libère le droit à l'erreur. L'action très concrète et simple que j'ai envie de mettre en œuvre après cet épisode, c'est vraiment de faire un point à fréquence régulière avec chaque membre de mon équipe pour leur demander 1. Les problèmes qu'ils rencontrent et 2. La manière dont je peux les aider. Voilà, et puis troisièmement, ça m'a vraiment donné envie d'approfondir ce modèle et d'aller chercher de nouveaux exemples. Je termine là pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!